Bonjour à tous et bienvenue dans Cinefuzz. Bonjour Philippe. Salut Romain, ça va bien ? Alors Fabien n'est pas là Faut qu'on aujourd'hui. se tape la bise ou Non, je sais pas. Fabien n'est pas là aujourd'hui, juste il est occupé. Je sais plus ce qu'il fait. Il fait quoi ? Oh là, il doit être dans un bordel quelconque. On a quand même décidé de faire une petite émission parce qu'il y a des films qui sont sortis dont on avait envie de parler. Donc juste pour parler un tout petit peu, faire un sommaire, on va parler un peu l'émission un peu déviante, les films qui sont pas dans. On va parler de Jupiter Ascending, un film, le film des Wachowski qui vient de sortir et qui en fait est assez mal aimé, on va dire, largement, un petit peu, comme dirait Claude François. J'aime bien faire des références pop culture comme ça. Et on va aussi parler de Tusk. Alors Tusk, c'est un film qui va sortir en DVD prochainement, en direct ou DVD, et c'est un film réalisé par Kevin Smith. On avait déjà fait une spéciale Kevin Smith, donc voilà, on reste un petit peu voilà, entre. C'est un peu son dieu, hein. Alors on va voir que sur le coup c'est un peu moins. Tu vois. Et donc c'est un de ses premiers films d'horreur. Il avait fait Red State qui était déjà un peu de l'horreur, mais là on part sur le film un peu déviant, etc. Entre le film d'horreur et la comédie un peu what the fuck. Un délire un peu conceptuel. Voilà, c'est ça. Donc ça sort en DVD vraiment, je crois en mars si je dis pas de bêtises. Et on finit avec nos coups de cœur. Et on finit avec les coups de cœur comme d'habitude. Voilà, bon on va parler tout de suite de Jupiter Ascending. We've been taught that the birthplace of the human race is Earth, but it's not. Do you know what this will do to people when they find out the truth? I don't think that most people would want to know the truth. I do. Your planet was seeded by brass axe industries roughly 100,000 years ago. It's one of the most powerful dynasties in the universe. There are 3 primary heirs. The oldest is Belem. He's the one that controls this planet and wants you dead. Donc Jupiter Ascending, le dernier film des Wachowski, qui était, on pouvait pas dire qu'il était attendu, il était redouté, on va dire, par la plupart des gens. Oui, parce que en fait, Warner avait reculé comme ça, sans aucun scrupule de 6 mois le film. 6 mois le film. Alors, du coup, tout le monde l'a plus ou moins déclaré comme gros foirage de l'année, même avant avoir vu le film. C'était un petit peu, d'ailleurs, un peu une sorte de polémique aussi, parce qu'on avait quand même l'impression que les gens avaient envie que ça se plante, quoi. Il y avait cet effet un peu John Carter qui était un peu au-dessus de c'est exactement la même chose. Savoir que le film a un budget de 175 millions de dollars. Voilà, ça y est, les sirènes en même temps. Qui 175 millions, je me dis, mais comment ça se fait qu'ils n'ont pas blindé la promo ? Tu vois, par exemple, en France, la promo, elle était super ridicule. Bah, elle est ridicule un peu partout. Oui, bah, je pense. Hein. Et le film, bien sûr, un film qui était censé sortir en été. C'était vraiment, ça se voit, un blockbuster d'été, quoi. Et c'est devenu un petit film de SF du mois de février. Enfin, vraiment un trou, normalement, pour les grosses productions hollywoodiennes. On va peut-être raconter un petit peu d'histoire pour essayer de me remettre un peu en avant, parce que pourquoi on veut en parler ? Parce que si c'est un foirage total et c'est un bide total, pourquoi on en parle ? Si c'est comme The Last Airbender de Shyamalan, pourquoi on en parle, tu vois ? La raison, c'est que c'est pas un foirage total, c'est que c'est même plutôt un film intéressant et que tout ce que ça déclenche comme retour et comme polémique pose quand même la question sur le statut des Wachowski maintenant. Ouais. Et sur comment on regarde les blockbusters et les films de divertissement, notamment de SF, maintenant. Et pour moi, il y a une sorte de problème qu'on va pouvoir discuter. Donc, représentons un petit peu le film, parce que je pense que tout le monde ne va pas l'avoir vu, celui-là. Alors, Jupiter, il ne faut pas spoiler, parce que pas énormément d'histoire, mais on va essayer d'éviter quand même les petits twists. Donc, Jupiter est une humaine, tout ce qu'il y a de plus normal, elle récure les chiottes de son travail, et il s'avère qu'il y a des extraterrestres qui veulent la kidnapper, envoyés par des grandes entités qui gouvernent le monde cosmique. Et en fait, il s'avère qu'il y a une sorte de guerrier qui va essayer de la protéger de ces extraterrestres et l'amener à quelqu'un qui l'a embauché pour ce faire. Car, en fait, Mila Kunis, donc, a une sorte de destin incroyable. C'est que, de par son sang, non pas par son sang, mais ses gènes, voilà, plutôt, elle est liée à... Elle possède la Terre. Elle possède, voilà, c'est ça, à la gouvernance de la Terre. C'est la propriétaire de la Terre. Mais c'est assez bizarre, d'ailleurs. Bon, c'est pas grave. Bref. Donc, le film est fait par les Wachowski, qui s'étaient déjà plantés avec le Atlas, qui s'étaient déjà plantés avec Speed Racer, qui était pourtant des putains de bons films, bordel de merde. Donc, c'est vrai qu'on est quand même dans un... Ils sont pas dans un bon parcours déjà. Hein. On sent qu'ils sont de plus en plus mal aimés. Oui, mais ils sont mal aimés, mais ils ont un budget de 175 millions de dollars. Alors,
clairement, le film, pour moi, est une sorte de Matrix au féminin. C'est-à-dire qu'il y a la même structure, d'ailleurs. Le film se termine. Il y a des choses qui sont très très proches. On a plus ou moins les mêmes étapes. Sauf que la grande différence, c'est que c'est au féminin. Il y a la même allusion au conte. Alors déjà, dans Matrix, on parlait d'Alice au Pays des Merveilles. Là, c'est clairement le magicien d'Oz. C'est clairement un peu Cendrillon aussi. Voilà. Clairement, c'est un conte. D'ailleurs, elle-même... c'est Lana maintenant, ça, Lana Wachowski. On parlait et disait qu'en fait c'était au moment du magicien, quand elle avait revu le magicien d'Oz, qu'il avait réfléchi à cette idée de film de SF. Il y a aussi cette idée d'un univers où tout est illusion, sauf que là maintenant c'est du space opéra, là où avant c'était de la SF, c'est du cyberpunk. Mais bon, en fait on est toujours dans la même idée, qu'on nous manque, qu'il y a de l'illusion, etc. C'est toujours sortir de cette illusion. Une œuvre originale mais extrêmement référencée. Toujours avec cette idée d'élu, etc. Ça, c'est la structure. Et clairement, on sent qu'ils veulent réitérer un petit peu l'idée de Matrix. Ce qui pose problème dans le film, parce qu'on va tout de suite dire un petit peu les problèmes du film, pour peut-être en dire du bien après, je pense. C'est peut-être si tu veux. Le film, prêt, on va lister. Alors, le film peut parfois être un peu naïf, un peu kitsch. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'on a l'impression qu'on peut le percevoir. Mais moi, ça c'est pas un défaut. Tu vois. Oui, mais non, j'ai bien aimé ce côté. C'est un peu les reproches. Il faut dire que les Wachowski ils donnent un peu le bâton pour se faire battre, c'est-à-dire qu'ils y vont à fond. Mais c'est pas un film. On n'a jamais vu des mecs qui allaient autant à fond maintenant. C'est pas un film pour 2015. Voilà, si vous aimez la SF de Christopher Nolan. Et j'aime bien la SF de Christopher Nolan, mais là vous allez voilà, que du moment que tu vois un dinosaure qui parle avec des ailes, tu te dis c'est génial. Tu te dis ok. C'est génial. Donc là surtout que la bonne tout réaliste bien fait. Et donc du coup tu te dis ok, donc tout de suite tu te mets dans un mode un petit peu différent. Alors moi je me disais, je sais pas si t'allais l'aimer parce que je me suis dit en même temps il adore l'animation, etc. et ça va le rappeler. C'est quand même de l'animation en live. C'est quand même tout cet univers a été fait 500 fois en animation et eux le réitèrent comme ça en live et avec quand même assez de force. Mais en même temps je me dis il y a quand même des problèmes d'histoire et le gros souci c'est qu'apparemment le scénario apparemment de base, la rumeur c'est que ça faisait peut-être 600 pages et qu'il a été réduit beaucoup. Parce que le film de toute façon clairement il y a eu des reshoots qui ont été faites apparemment, qu'il a été remonté, il y a des moments dans le film qui sont coupés mais de manière absolument enfin c'est coupé à la hache. Ils sont fait un peu déposséder de leur film quand même. Et parfois certaines reshoots sont assez horribles, c'est-à-dire qu'il y a certains moments où le film au niveau des effets spéciaux est vraiment splendide, sauf quelques petits moments sur fond vert où là il y a une sorte de flottement où on se dit oula il y a vraiment pas de décor. Il y a des plans où ils sont dans le véhicule. Alors qu'apparemment, eux, ils s'étaient battus pour avoir à peu près des décors en réel pendant de longs moments dans le film. Et il y a des moments de fond vert où tu vois toujours le problème. Moi, il y a une scène avec les abeilles où c'est pas qu'elle me. Je pense qu'elle est peut-être faite par les Wachowski celle-là, mais il y a un problème d'exposition. C'est-à-dire que 5-6 fois dans le film, on arrive avec des séquences d'exposition un petit peu. Alors la Terre c'est ça, alors la Terre c'est ça, alors la Terre c'est ça. Et on a du mal à rentrer alors que là où c'était vachement plus fluide dans Matrix. C'est le problème, le problème c'est le scénario, hein. Faut pas chercher midi à 14h. C'est-à-dire qu'ils veulent créer une sorte de concept extrêmement fort à la Matrix, sauf que Matrix elle est vraiment dans l'art. Poser quelques énigmes au début et puis après tac t'avais l'explication, il découvrait le monde, etc. Et là on va partir sur comme le magicien d'Oz par palier à chaque fois, sauf que le problème c'est que t'as pas des charismes comme le magicien d'Oz, c'est que là les trois entités qui gouvernent, enfin les trois personnages qui gouvernent l'espace, ils sont pas extrêmement charismatiques. En fait, le seul personnage qui est extrêmement charismatique, c'est Mila Kunis et peut-être Channing Tatum. Mais même la famille de Mila Kunis n'est pas. Enfin, tu t'y attaches pas vraiment à cette famille, c'est bizarre. Mais après, voilà, qu'est-ce qui est resté sur le banc de montage ou pas ? C'est ça, bien sûr. La question. Parce qu'il y a clairement des moments où on est un peu, au début, un peu dans le vague. On se dit, qu'est-ce qui se passe ? Enfin, on comprend pas trop. Je pense pas qu'ils aient. Il y a des retours, il y a des relances comme ça. Non, je pense pas qu'ils aient enlevé de l'histoire quand même. Peut-être des petits éléments, tout ça. Mais là, l'histoire, attends, t'as une explication de fou. Ils te disent où elle va, où ça doit aller, etc. Avec les humains, la moisson et tout. C'est génial. Et après, finalement, tu vois rien. Il n'y a pas de sorte d'aboutissement qu'il aurait dû avoir comme il y avait dans Matrix. Et le truc, c'est ce que je reproche vraiment au film, c'est que je pense qu'il voulait vraiment faire une trilogie. Et qui voulait en garder un petit peu pour après. Moi, je sais pas si c'est ça ou si justement ils n'ont pas voulu trop en dire dans ce film. Parce qu'ils avaient les mauvais retours de Matrix 2 et 3, tu vois, qui sont quand même des films qui ont été beaucoup critiqués, et ils se sont dit peut-être qu'il faut qu'on explique plus les choses, qu'on soit un peu moins dans le côté abscon, tu vois, et du coup ils ont essayé d'être un peu plus didactiques, qu'en faisant ça, ils ont un petit peu trop ouvert, et que les gens qui ne comprennent pas de toute façon ne comprennent pas, et voilà, enfin mais ça va pas assez loin. Alors oui, effectivement, soit ça va trop loin, ou soit ça va pas assez loin, mais après là où moi je trouve que le film
est quand même super intéressant et je trouve que c'est quand même fou qu'on le démonte comme ça parce que je suis absolument halluciné du démontage de ce film par à peu près tous les blogueurs et les gens du monde où je vois les gens, tout le monde dit ah bah c'est raté, de toute façon c'est clairement raté et tout. Je dis, si ça c'est raté, putain j'aimerais que les films soient ratés comme ça. C'est-à-dire que le film a quand même des références à de la SF parce que beaucoup de gens citent Star Wars, alors les gens qui citent Star Wars n'ont pas vu Star Wars depuis longtemps parce que le film fait surtout référence à Dune, fait surtout référence à Mobius, à Métal Hurlant, à tout ce qui est bande dessinée franco-belge de science-fiction, notamment à Terry Gilliam. C'est du vrai space opéra. Clairement, ça se permet des changements de ton en plein milieu du film qui sont absolument hallucinants. C'est qu'il y a toute une partie, par exemple, sur le système de comment fonctionne la galaxie, d'un coup, comme ça, et ça devient comique et on ne sait pas pourquoi. Et ça se permet aussi des délires totalement dingues, genre un homme-chien, un éléphant qui conduit un vaisseau, enfin des trucs où t'es là, tu fais bon, ok. C'est ce délire-là qui correspond beaucoup, je trouve, à la SF totalement surréaliste que pouvait faire Mobius ou même surtout Jodorowsky, les métabarons, les genre de choses. Et c'est assez génial, et même en termes de visuel. Et c'est que là, à un moment donné, tu vois le film et tu te dis, putain, ces plans-là, c'est incroyable de les avoir faits, et c'est en plus en termes de réal, les scènes d'action. Moi, j'avais un trip total en voyant Channing Tatum voler avec ses bœufs de fusée, où je trouvais ça vachement cool. J'étais parfois déprimé par certaines séquences où je sentais qu'il y avait un flottement du genre, mais qu'est-ce qui s'est passé en production ? Et par moments, j'étais halluciné parce que moi, j'adorais voir d'autres films de SF comme ça. Et je suis absolument triste quand les gens gueulent en disant ouais, c'est du nanar façon Flash Gordon. Mais les mecs, la SF, ça, c'est Flash Gordon. La SF, c'est les métabarons. La SF, c'est ça. Si vous pensez que la SF, c'est que les Gardiens de la Galaxie et que c'est que rigoler du côté ridicule de ce qu'est la SF, ou alors de se prendre la tête avec la SF. Ouais, ou se prendre la tête, c'est soit Nolan, soit James Gunn. Bah, vous ratez ce qui est aussi toute la SF, tout le côté surréaliste, un peu délirant, un peu qui est génial, et que les Wachowski sont en live, en tout cas dans le cinéma live, les seuls pratiquement les seuls à défendre ça, depuis Speed Racer, depuis, tu vois. Bien sûr. Et c'est là où d'ailleurs, mais c'était pareil avec Cloud Atlas, tu vois, pour moi, où je pensais beaucoup aux comics façon Alan Moore, etc. Je sens une ambition chez eux, en termes de narration et de mise en scène, qui je trouve n'est pas récompensée et qu'on leur fait payer, je sais pas, Matrix depuis des années, et que... Enfin, ça me rend triste, tout ça. Oui, mais après, voilà, mais bon. On est tellement immergé de blockbusters que plus tu vas dans le mainstream, plus tu vas dans... En fait, il faut plus être aussi conceptuel. Il faut juste balancer des grosses têtes d'affiches. D'ailleurs, c'est étonnant qui se plante avec cette tête d'affiche-là. Et des super-héros, etc. Franchement, c'est chiant, ça va faire un peu le vieux con encore, mais... Encore une fois, on a l'exemple type d'un film qui est quand même honnête. Voilà, qui, ok, il a ses défauts, mais qui est une œuvre originale, certes, plein de références, etc. Mais que vous devez aller voir, quoi. Je veux dire, ça me fait plus triper de voir un truc comme ça que je ne connais pas du tout que d'aller voir un film de super-héros. Je vais être honnête avec vous, j'adore tout ce qui est cosmique, mais vraiment cosmique. Partir dans les délires comme ça, voilà, Jodorowsky, Métal Hurlant, c'est vraiment quelque chose qui me fait kiffer grave. Et c'est ce que j'ai eu, sauf qu'en plus, ils rajoutent une patte un peu manga dedans parce que ils sont tous les deux à fond là-dessus. Ouais, c'est quand même des mecs, c'est des génies en termes de mélange. Enfin, ils arrivent à tout mélanger, à rendre ça assez homogène, quoi. Bah de base, hein. Même, à part Bond, depuis Matrix, ils sont tout le temps comme ça. Tout l'univers de SF d'ailleurs est quand même très. Parce que moi, ce que j'aime bien aussi, c'est la base. C'est-à-dire que tout l'univers, il y a quand même une espèce de critique du capitalisme derrière qui est assez génial, quoi. Et qui correspond d'ailleurs à Matrix, parce que Matrix, c'était des mecs qui se faisaient manger. Qui se faisait consommer, c'est la consommation de masse des humains dans le concept de Matrix, hein, et là on revient à cette idée là et arriver à te faire ça dans un film qui est censé être un divertissement, je sens quand même l'ambition de ces gars là, ça te fait penser comparé à n'importe quel divertissement maintenant, style Hunger Games qui est censé critiquer, tu vois, ce qui est triste. Je reviens avec Hunger Games. On va faire les vieux cons là. non, c'est pas vieux con, c'est que je comprends pas pourquoi ce film est kitsch et ce film est un ratage quand tu vois des sagas comme Hunger Games ou comme oui le chat, Allez. Et mon chat. Il passe. Salut toi. Excusez-moi. Où j'en étais Je suis pas agressé. Mais elle était pas d'accord. Elle adore Hunger Games. Tu adores Hunger Games. D'accord. Fan d'Hunger Games. Non, ce que je disais, c'est que voilà, c'est des sagas qui sont adorées, où il y a une promotion de malade, où même les journalistes essayent d'y trouver beaucoup d'intérêt. Et je trouve que ces films sont, si on défend ces films-là, on peut pardonner certains défauts à Jupiter, qui est quand même largement au-dessus en termes de SF,
Et ça me rend triste que des gens adoubent ces films, tu vois, et que ces films font des cartons absolument hallucinants, parce qu'ils sont adaptés de livres, parce qu'ils sont adaptés de licences, etc. Alors que honnêtement, si on regarde un tout petit peu ce qu'est la SF à la base, je sais pas, il y a enfin, bref. Ouais, c'est de la merde. Non, on va revenir, mais juste, je vais revenir avant que tu me coupes avec tes pulsions là de haine. Non, depuis, même regarde Matrix 3, qui est peut-être pour moi le plus mauvais des films des Wachowski, avait quand même une ambition assez démesurée. Tu vois, une ambition. Tu voyais un combat façon Dragon Ball Z, quoi, tu vois, sous la pluie, c'était magnifique. Voilà, il y avait quelque chose, malgré que ça soit pas forcément extrêmement génial en termes de scénario et de finalité des personnages, t'en avais quand même, t'en prenais du plaisir. D'ailleurs, le film avait cartonné, je crois, quand même. Oui. Enfin, c'était Matrix. Non, en fait, moins que justement, en fait, ça c'est la seule saga quasiment à cette réduite sur les. D'accord. Okay. Et voilà, il y a toujours quelque chose à croquer chez eux, qu'on connaisse ou pas les références. C'est une sorte, c'est bizarre de dire à chaque fois ce mot-là, mais ils sont généreux. Et ce film-là te propose mais une succession de scènes bizarres, mais aussi de scènes d'action. À ce que tu vois à côté, que tu peux que adhérer si tu es vraiment un fan de SF. Si pour vous adorez la SF, c'est ça la SF, les mecs. Faut y aller. Faut à un moment donné expérimenter ce genre de truc. Ça va peut-être pas vous plaire tout le temps, mais voilà, c'est absolument horrible de dénigrer toute cette partie-là de la SF et de présenter comme un truc kitsch quand on me dit quand on n'a plus que des... Enfin, tu vois, moi, ça m'inquiète parce que Warner a annoncé 55 DC Comics. Ah oui, maintenant... Et fout en l'air la seule saga originale qu'ils peuvent avoir en ce moment. Alors, c'est très triste. Donc, mais bon. Je continue, parce que monsieur me coupe, hein, mais voilà. Voilà, il n'y a aucun film de science-fiction de ces dernières années qui vaut, en termes d'action, celui-là. En termes de mise en scène et d'action. Je veux dire, vous avez une succession de scènes d'action qui sont toutes plus vertigineuses les unes que les autres. Que ça soit des scènes de combat à main nue, les scènes de vol, le mec qui vole avec ses chaussures, voilà, en apesanteur, et il se tape avec des petits vaisseaux, des gros vaisseaux dans l'espace qui se tapent entre eux. Voilà, vous en avez plein dans des catégories complètement différentes. Et tout est lisible, tout est kiffant en termes d'image. Vous avez à chaque fois des fonds d'écran, quoi. C'est stop, print écran, tac, hop, je le mets en fond d'écran. Et parce que tout est génial, tout est merveilleux, vraiment en termes de visuel, ils ont topé là-dedans. Et moi, j'adore cet aspect un peu kitsch. J'adore ce Shining Tattoo avec ses petites oreilles et son petit costume, voilà, façon Métal Hurlant, effectivement. J'adore ça parce que ça me fait rêver, ça me fait sortir de tout ce qui est sobre et terne et chiant dans la SF trop intellectuelle. Et franchement, je kiffe. Voilà, c'est un beau gâteau que j'ai bouffé. Pas forcément super intelligent, peut-être un peu prétentieux, ok, mais qu'est-ce que j'ai kiffé. Voilà. En tout cas, comparé à Métal Hurlant Chronicle... Non, ta gueule. On peut dire que c'est vachement mieux. Hein, parce que... Si vous voulez savoir ce que c'est Métal Hurlant, vaut mieux voir ce film. Non, lisez les bandes dessinées. Lisez les magazines. Non, mais ce film est vraiment un bon représentant, je pense. Oui, si t'aimes ce film, tu peux aller regarder des BD après. Quoi. Exactement. Ça. Bon, ça manque de Mila Kunis, tu sais, en vêtements moins habillés, ouais. Tu sais, plus en guerrière. Oui, il n'y a pas le côté, y a pas le côté un peu nu. Plus nu, quoi. Parce que c'est quand même censé être un divertissement. On va passer à la suite. On va passer à un film qui n'a rien à voir avec ce qu'on vient de dire, mais alors rien à voir. Donc voilà, préparez votre joint, parce qu'on va partir très haut dans le cosmos, mais dans un cosmos différent. Always do sober what you do drunk. That'll teach you to keep your mouth shut. Hemingway said that. Yes, he did. And he said it to me. I don't want you to go to Canada tomorrow. It's for the podcast. It's what I do. I travel around and I interview weird or interesting people. So look out, you crazy Canucks! Wandering Wallace takes a raunchy road trip up to the Great White North. Donc Tusk, le nouveau film de Kevin Smith qui sort en direct ou DVD chez nous, ce qui n'est pas étonnant puisque Red State était aussi sorti en DVD. Est-ce qu'on va raconter? Je vais raconter un peu l'histoire de Tusk. Alors Tusk, c'est... Essaye de pas spoiler, tu sais. Je suis obligé de spoiler le principe. Mais c'est dans le, synopsis de base. Oui. D'accord, ok. Oui, bah, c'était même dans le podcast. Alors en gros, il y a eu un podcast de Kevin Smith, parce que Kevin Smith fait des podcasts un peu comme nous là. Sauf fait qu'il a de l'argent et qu'il est vu par 3 millions de personnes. Petit détail. C'est Kevin Smith. Mais et donc il avait fait dans ses podcasts, il raconte des anecdotes, des petites annonces qu'il lise, des news, etc. Pour déconner, c'est vraiment un podcast comique. Et en gros, ils ont découvert une anecdote sur un mec qui proposait de louer une moitié de sa baraque en fait à quelqu'un, à la seule condition qu'il s'habille en morse tous les
une fois par semaine. C'était ça. De là, Kevin Smith, avec son pote qui est producteur, délire totalement et se marre un tout en disant putain, t'imagines si on faisait un film d'horreur là-dessus, un mec vient dans une maison, puis le mec l'oblige à le transformer en morse. Parce que l'histoire est que le mec disait qu'il voulait absolument un morse, parce qu'un morse lui avait sauvé la vie il y a très longtemps, etc. Bon, une histoire totalement débile. Et donc le mec, et du coup il commence à délirer là-dessus et se dire on pourrait faire un film là-dessus, un film d'horreur, le mec le transforme vraiment en morse, etc. Et c'est vraiment des podcasts sous influence marijuana, quoi. Donc c'est vraiment des délires de drogués, quoi. Mais c'est très drôle et l'idée est très drôle. Et à la fin du truc, parce que c'est Kevin Smith, il dit je suis sûr que je pourrais monter le film. Et 2-3 semaines après le podcast, il arrive, il dit Clex 3, il n'arrive pas à faire Clex 3, mais il arrive à trouver le budget pour ça. Il écrit le truc et il se rend compte que il a écrit le scénario 3 semaines après et il dit je vais vraiment essayer de le faire. Et il a réussi à le faire parce que des films d'horreur fauchés aux États-Unis, tu peux en faire assez facilement. Donc il le fait, ce con. Il le fait avec Justin Long dans le rôle principal, du mec qui va se transformer en morse, avec putain merde, j'ai oublié son nom. Comment il s'appelle l'acteur qui joue le. Non, vrai, je suis pas Fabien, j'ai pas le. Putain, tu fais chier. Ouais, je sais. Fabien, on peut l'appeler. Celui qui jouait dans Red State. Celui qui jouait dans Red State. C'est incroyable. Honte de pas savoir son nom. Ouais. Celui qui jouait dans Red State, il joue aussi dans les films de Kevin Smith, de Tarantino, dans Kill Bill, aussi dans Une nuit en enfer de Robert Rodriguez. Cet acteur-là, qui jouait le shérif, qui joue donc le mec de Red State, qui est un acteur génialissime, je le dis parce que je connais pas son nom, j'essaie de mettre de l'emphase dessus, qui va jouer le fameux propriétaire qui veut absolument transformer un mec en morse. Ouais. Et puis, alors il va enrober ça de plein de trucs, Kevin Smith, c'est-à-dire qu'il va en faire un hommage au podcasteur. Donc c'est-à-dire que le héros devient un podcasteur qui se barre au Canada, parce qu'il se moque beaucoup du Canada dans les podcasts, qui se barre au Canada. C'est comme nous avec les Belges, il y a une espèce de contradiction comme ça. Et donc il se bat au Canada et en gros c'est un podcasteur mais vraiment très proche de Kevin Smith mais version fils de pute, hein. C'est-à-dire que c'est un des mecs les plus gros salopards. Donc sa chronique c'est d'aller interviewer les gens des mecs qui sont ridiculisés sur internet. Chips. Oui. Et donc du coup il va voir le mec et là il se fait choper et transformer en morse. Et c'est un film, le sous-genre de séquestration et de transformation, un peu à la Frankenstein, etc. Sauf que le film joue toujours entre la comédie et l'horreur. Parfois il est très premier degré et malgré tout ça raconte un mec qui se transforme en morse, quoi. Donc tu ne sais jamais trop un mec à la moustache qui se transforme en morse. Tu sais jamais trop s'il se fait si le film est sérieux ou pas. Et à la base il est pas sérieux parce qu'il part d'une blague en fait. Oui, mais moi j'ai ressenti principalement du premier degré. Tu vois, c'est un film. Je sais pas. Il est super austère, c'est-à-dire que, ok, le podcasteur est Jean Foutiste et compagnie, mais c'est un Jean Foutisme qui est vu façon premier degré. Même sa copine le blâme, etc. Et son co-podcasteur qui. Oui. Ouais, c'est bizarre. C'est vraiment, il y a des trucs bizarres. Et j'ai pas vraiment vu la grosse blague derrière. Alors, je pense que tout ce premier degré est une blague. C'est une grosse blague. Ouais. Voilà. Ouais. Je crois aussi. Mais par contre, quand vous regardez le film, vous êtes obligé d'être happé par ce premier degré, être happé par une histoire qui se veut super sérieuse et qui, au final, vous dit qu'il y a un mec qui séquestre un autre mec pour le transformer en morse. Et c'est con, donc c'est un peu mais c'est vraiment passionnant en fait. C'est un peu Human Centipede en gros, mais en version morse, quoi. Version auteur. Mais ouais, version auteur aussi, parce que ce qui est clair, c'est qu'on retrouve un peu le style de Kevin Smith, c'est-à-dire des monologues super longs, le côté un peu indé. Il y a des blagues, énormément de blagues sur notamment les podcasts qu'il fait ou sur sur la pop culture en général, etc. C'est des dialogues crus, des dialogues crus, assez trash, etc. On retrouve un acteur très connu dans le film, dont je tairai le nom pour ceux qui n'ont pas entendu, qui sait. Alors en plus on n'est pas d'accord sur son interprétation, lui le trouve génial, moi je le trouve assez en deçà, même si ça fait un moment qu'il est en deçà, mais en gros qui joue un personnage important, une sorte d'inspecteur québécois qui est, et c'est un peu censé être le gros caméo, puisqu'en fait du coup de là Kevin Smith est parti sur l'idée de faire une trilogie sur de films d'horreur au Canada. Et donc du coup ça va devenir un peu le personnage récurrent de cette trilogie, si j'ai bien compris. Voilà, donc qu'est-ce que tu as pensé du film ? Toi t'as bien aimé le film, tu m'en as parlé comme un film... Moi j'ai bien aimé le film, ouais. C'était sachant que c'est une blague de base, ouais j'ai bien aimé, parce que... Alors je me rappelais pas du tout que ça repartait sur le morse en fait, d'accord ? Je me rappelais pas du tout et du coup j'étais assez surpris. Et non, ce que j'ai vraiment bien aimé en fait, c'est toute la structure. En fait, c'est fait avec beaucoup de sérieux, beaucoup de panache, c'est à dire que
quand le podcasteur il va arriver, il va parler avec cet homme énigmatique, il va lui expliquer sa vie, et la scène est juste magnifique, elle est vraiment sublime. Et après c'est une avalanche de scénettes comme ça, où justement il y a beaucoup de monologues, mais aussi donc des jeux de regard, de la panique, avec quelqu'un qui est très sûr de lui, qui est un peu névrosé, enfin pas qu'un peu sur les bords, et moi j'ai bien aimé, enfin je me suis fait happer par le film, hein. Vraiment il m'a absorbé, c'est juste qu'à la fin par contre, on se dit mais merde, qu'est-ce qui se passe ? C'est un morse quoi. Où je suis ? À la fin ça reste un morse. C'est un morse. Voilà, c'est la fin qui te fait décrocher, parce qu'il qui te rappelle combien en fait c'est une connerie ce film. Et c'est ça qui est bizarre, c'est que tu te sens mal, parce que même si c'est une connerie, même si c'est un morse, il va jusqu'au bout des choses, façon premier degré, il va jusqu'au bout des choses dans le dramatique. Mais moi c'est ça qui me gêne dans ce film, c'est que c'est un film qui me gêne en fait. Oui, c'est gênant. J'aime beaucoup Kevin Smith, mais là j'étais gêné parce qu'il y avait vraiment des moments où je savais pas trop qu'est-ce qu'il voulait faire quoi. Et je pense aussi qu'il y a un problème, parce que c'est vrai que je trouve que c'est un mec qui a du talent pour écrire des dialogues, pour mettre en scène des longs dialogues. Il y a une scène dans le film où il y a une sorte de long dialogue entre deux personnes en face à face devant une table, et honnêtement c'est un des trucs les plus difficiles à faire en soi. Je le sais parce que c'est exactement ce que j'ai fait récemment, et il fait des plans où il fait des choix de mise en scène qui sont super bien. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où il se lève comme ça, et il va chercher le mec tout le long de la table, et la table est super longue, et tu le suis, et tu vois la rupture de temps qu'il fait entre les deux dialogues. Ça pour moi c'est du pur Kevin Smith, et c'est vachement bien. C'est ça qui est très très bon. Et tout le début du coup est vachement intéressant et tout. Pareil, alors, mais le souci en fait c'est que j'ai l'impression que lui-même n'est pas sûr de son propre talent, et qu'il est tout obligé d'enrober ça sur une côté, ouais vous savez c'est qu'une blague quoi. Oui, il désamorce à chaque fois tout l'aspect horrifique. Il y a des moments où on est là, on se dit mais là il se prend pas au sérieux. Alors que Red State il se prenait au sérieux. C'est pour ça que je préfère Red State, parce que il y a un film sérieux où il dit j'ai des choses à dire. Red State était j'ai des trucs à dire en tant que chrétien, qu'on est voilà. Alors que là il a rien à dire quoi, il veut juste déconner. Et en même temps il y a des moments où, par exemple c'est vrai qu'il joue, c'est le personnage principal Justin Long, il y a un podcasteur, il joue il en fait un salopard mais énorme, et quand à un moment tu te poses la question, tu te dis mais oui, tu te dis mais je suis censé être triste pour ce mec, c'est vraiment un connard, il est vraiment un enculé, tu peux pas être ok avec ça. Et en même temps c'est censé être lui, c'est-à-dire que c'est clairement une projection de lui, et tu dis mais pourquoi il se dévalorise autant, qu'est-ce qu'il veut dire là-dedans, mais après il te désamorce ça en te disant c'est juste une blague. Oui, mais après il y a toujours le message, tu vois, c'est sa connerie qui l'a amené ici, oui, etc. Ouais, non mais voilà, c'est ça qui me gêne. Et alors l'acteur qui fait le caméo dont on ne peut pas parler, mais tout le monde le connaît en France, tout le monde le connaît très bien en France, il est pas... Il y a des moments où je me pose la question, quoi. Il y a des très très longues scènes où il parle, et tu dis c'est une blague, c'est pas une blague, si c'est une blague, est-ce que c'est fait exprès que ça soit aussi lent et aussi pauvrement découpé, tu vois. Il y a des moments où je me pose la question. Donc c'est un film un peu bizarre. Et puis après, quand Justin Long est en morse, c'est pas que je suis gêné pour le personnage, en fait j'ai aucune peine pour le personnage qui est un gros con, c'est pour l'acteur. Mais c'est pour l'acteur. Alors l'acteur qui est là en morse, et que le mec c'est dit long, vas-y, mais c'est long, fais le morse, mange du poisson, et le mec il fait ça et tout. Nage. Et là, tu regardes ça, et là tu regardes ça, tu fais putain le pauvre, mais pourquoi il a fait ça. C'est un costume de taré. Hein. Et puis le costume est presque grotesque. C'est incroyable. L'autre acteur, dont je suis désolé que j'arrive pas à me rappeler le nom parce qu'il est vraiment vraiment excellent. Michael Parks, voilà, qui est vraiment génial dans le film. À un moment il arrive vraiment à te mettre, il pourrait te prendre tout le film au sérieux. Oui. Michael Parks pourrait te faire un film où vraiment tu tiens à ce mec, il s'est fait sauver par un morse, il va pas bien, et limite il arrive à te le faire. Il y a une scène par exemple où il danse avec le morse comme ça, et tu es putain, ça pourrait vraiment partir dans un bon truc quoi, enfin un truc sérieux et tout. Non, mais même lui se désamorce à la fin. Mais ouais, mais voilà, et il désamorce tout le truc à chaque fois. Et c'est vrai que c'est un film qui gêne un peu. Mais c'est ça qui est génial dans ce film. Bon, c'est intéressant. Moi, je suis assez content qu'il sorte en DTV. Parce que je pense pas que ce soit un film cinéma en fait. Tu sais pas ce que tu vas voir quand tu vas voir ce film là, et je pense que c'est trop bizarre. Mais par contre c'est un film qu'il faut voir, et pas comme moi je l'ai fait, je l'ai regardé tout seul, j'étais chelou quoi, c'est trop bizarre, c'est le genre de film, faut pas regarder tout seul, faut regarder avec des pizzas avec tes potes quoi, et comme ça dans l'ambiance avec tes potes tu prends le parti d'une ambiance quoi, voilà, si tu prends en premier degré, soit t'es à fond en deuxième degré en termes de délire et tout, voilà, faut le regarder avec des potes, avec des chips dans la bouche et du coca, parce que vraiment je vois pas comment
autrement le regarder. Et pourtant, c'est pas un film fun, voilà, où ça pète de partout, etc. Non, c'est vraiment un film bizarre qui vous gêne profondément. Et je pense qu'il faut le partager. Il faut le partager. C'est pas choquant du tout. Que moi, j'ai vu un milliard de fois plus choquant. Bien sûr. Non, c'est vraiment, c'est juste que tu sais pas si c'est ridicule ou pas en fait, et tu sais pas si. Enfin, c'est vraiment le côté grotesque qui vous gêne, surtout quand moi, personnellement, j'aime beaucoup ce réal et que je trouve que parfois il se désavoue lui-même en fait. C'est très bizarre et c'est dommage parfois. Je pense qu'il devrait, mais c'est ce qu'on voit dans ces podcasts et tout. Il y a ce côté un peu non, mais je suis pas Tarantino parce qu'il est de la même famille de Tarantino, Linklater, tous ces mecs-là. Sauf que lui, il a été connu en même temps, il est pote avec tous ces mecs-là, mais lui, il préfère toujours terminer sur une blague à la con, quoi. Oui, c'est vrai. Et même Red State se termine sur une blague à la con. En tout cas, franchement, regardez ce film, c'est vraiment intriguant. Mais regardez-le entre potes, quoi. Oui, ou avec un joint, prenez de la drogue, quoi. Ou peut-être parce que avec une copine, si vous voulez vous en débarrasser. Prenez de la drogue. Pour Jupiter Ascending aussi, en fait. Non. Prendre de la drogue pour tout ce que. Mais pas des joints. Non. Champignons, quoi. Pas de drogue. Attends, Mobius prenait de la drogue tout le temps, ça lui a bien réussi. Pas de drogue. D'accord. Un petit peu de temps en temps. Jodorowsky va très bien, il a 80 ans. Un peu d'alcool. Hein non, mais bon, bref. Non, pas de drogue. Ayez une vie saine. Oui, c'est vrai. Sain. Comme Bruce Lee, qui est mort à super tôt. Alors que Jodorowsky est vivant à 80 ans. Ça tente de passer à la suite. Ça tente de prendre de la drogue quand même. Ça n'a rien à voir, mais bon, bref. On va passer au coup de cœur. Our beloved Republic is in the hands of madmen. Ally yourself with us and his strength will wither away. You cannot stay. I can do as I wish. The tide turns already. You'll never see your husband now. Alors les coups de cœur, donc c'est quoi ton coup de cœur Alors, écoute, moi j'ai un coup de cœur plutôt rétro, parce que ces derniers temps j'ai pas trop eu le temps de regarder ce qui s'est fait ici et là. Sauf en parler de manga, mais tu veux pas que je te parle de manga, donc... Non, parce qu'il y a Baccasse. Il y a Baccasse. Non, je vais vous parler d'un coup de cœur rétro. J'ai enfin vu la série Rome. Voilà, je suis sorti de ma tanière. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui s'est fait chez HBO, il y a longtemps. Oui. C'est la version un petit peu... Oui. C'est HBO. HBO. Oui. Et bah écoute, oui, j'ai un gros coup de cœur pour cette série qui est juste démentielle. Tout le monde la connaît déjà, sûrement, et voilà, non, je débarque. Que ça soit une série. Est-ce que je t'avais parlé de ça? Est-ce que tu as remarqué le caméo de John Milius dedans? Parce que c'est John Milius qui est le showrunner de cette série. J'ai pas vu. Il est magnifique, il fait un caméo parce que c'est le showrunner. Il a même réalisé, je crois, dans quelle saison de scénariste. J'ai pas vu du tout. Il joue à un moment un médecin un peu efféminé. Ah ouais? Ouais. Bah, tu le vois, il ressemble à John Goodman et il joue un médecin un peu efféminé qui soigne un peu un des mecs. Il dit oui, il faut le soigner et tout, et puis il se balade comme ça. Et c'est magnifique, c'est John Milius. J'étais mort de rire quand c'est la première saison, au début de la première. D'accord, ok. Ouais, et tu vois un peu l'ironie de ce mec, qui est très drôle, parce que c'est vraiment le showrunner de cette série. C'est super. Et c'est un très grand monsieur. Donc moi j'ai passé un... Oui, vas-y, tu voulais dire autre chose? Non, c'est tout, voilà. Mais en fait, je comprends un peu le délire Game of Thrones grâce à Rome, en fait. Oui, bah c'est vrai que ça précédait vachement. En termes de rythme, de personnages, je comprends qu'il se passe pas grand-chose dans Game of Thrones. Il se passe plus de choses dans Rome en 2 saisons. Oui, mais parce qu'en fait... C'est pourquoi ils l'ont arrêté, la série? Il coûtait trop cher, et ouais. c'est parce qu'il y a les décors aussi. Ils tournaient à Cinecittà, dans les là où on tournait les western spaghetti. Pour Milius, ça devait être génial. Et puis, effectivement, il y a eu des décors qu'on brûlait, et en fait la série coûtait vraiment trop cher pour HBO. Et pourtant il n'y a pas beaucoup de scènes d'action démentielles. Non, quoi. En termes de décors et tout, c'est assez ouf, quoi. C'est vrai que c'est une série qui vous raconte le quotidien de l'époque. Mais ils sont allés loin dans les recherches, quoi. C'est le petit détail quand ils vont aux toilettes ou n'importe quoi, c'est tout con, mais waouh, tu penses pas à montrer ça, et c'est génial, t'es bien immergé. Ouais, vraiment. Et donc la saison 2 elle est assez intéressante parce que du coup, ils sont empressés de tout raconter jusqu'à la fin de Marc-Antoine, alors que je pense qu'ils voulaient faire ça sur plusieurs saisons. Je crois qu'ils avaient prévu 4 saisons en question. Et du coup, elle est assez intéressante parce qu'elle est super speed, la saison, mais par contre, elle est tellement speed qu'on se rend pas compte qu'il y a au moins 20 ans qui passent. Tu vois. Donc bon, c'est bizarre. Voilà, coup de cœur. Très bien. Donc, moi, mon coup de cœur, en fait, j'ai un petit peu hésité. Je viens de changer encore d'avis. D'accord. Vas-y, je t'en prie. Non, en fait, sur Amazon, il y a une nouvelle, il y a un pilote d'une série qui est arrivé. Donc, je fais aussi de la série télé. Sur Amazon ? Ouais, parce que maintenant, Amazon fait des pilotes de séries télé. Alors, parfois, en plus, c'est des pilotes où ils font que des pilotes et après, ils interrogent les spectateurs qui les ont vus pour voter pour les meilleures séries qu'ils veulent et ils lancent les pilotes à partir de là. Ok. Et il y a une série que j'ai trouvé vraiment pas mal où les gens m'ont conseillé ça et j'ai vu ça il y a 2-3 jours. Qui est donc sorti sur Amazon. J'espère qu'ils vont en faire une suite.
Alors en fait, c'est l'adaptation d'un livre de Philippe Cadic qui s'appelle Le Seigneur des Hauts-Châteaux. Donc qui est une uchronie où en gros un des meilleurs bouquins de Cadic, normal, enfin qui est connu pour être un des meilleurs, où en fait ça se passe aux États-Unis, mais c'est l'Allemagne et le Japon qui a gagné en fait la guerre. Donc du coup les États-Unis sont séparés en trois, une partie comme l'Allemagne à l'époque, en gros une partie est au Japon, une partie est aux Allemands méchants nazis en fait, et une partie qu'on appelle la zone neutre quoi. Donc le showrunner de la série c'est Frank Spotnitz, qui était un peu le co-showrunner de X-Files, un des deuxièmes mecs avec Chris Carter, qui était un peu moins connu mais qui a aussi travaillé sur Millennium. Enfin c'est un très grand monsieur de la télé, en gros des séries télé, et le pilote est vraiment super beau. Enfin, la direction artistique du pilote est vraiment étonnante. Ils ont refait toute une reconstitution du coup des États-Unis sous l'Allemagne nazie qui marche très bien. Donc on est dans un côté assez rétro aussi, où les mecs sont un peu habillés façon années 50 et tout. Et c'est quoi mais le en titre, même temps, c'est le Seigneur des Hauts-Châteaux. En anglais ça doit être The Lord of the d'accord, ils ont gardé le même. Oui, c'est le même. La seule différence c'est que c'est pas vraiment un bouquin. Alors je sais pas où ça va amener, parce qu'ils ont quand même changé, ils ont mélangé certains personnages, etc. En tout cas c'est vachement prometteur, et visuellement et tout, c'est vraiment, ça donne assez bien, assez envie. Ils mettent le budget dans un premier épisode comme ça qui est pas sûr de ce que qu'ils ont mis. En tout cas, esthétiquement parlant, la série elle est magnifique quoi. Enfin, le pilote est vraiment super beau. D'accord. Clairement, c'est marrant parce que Chris Carter, donc le deuxième mec de X-Files, a aussi fait un pilote pour Amazon, et il n'a pas été reconduit. C'est un des pilotes qui n'a pas été reconduit, les gens n'ont pas accroché, Amazon n'a pas voulu faire la suite. D'accord. Et c'est marrant parce que son co-auteur vient, du coup, donc lui va faire aussi ce pilote là, mais là honnêtement franchement s'ils font pas une suite à ça, c'est vraiment très très con quoi. Donc en tout cas jetez un coup d'œil à ça si vous avez entendu parler de cette œuvre de Philippe Cadic qui est un peu la plus connue. Elle est un peu dure à lire, bon, honnêtement je l'ai lâché, j'ai jamais réussi à la terminer, je suis honnête, mais là ça me donne envie de m'y remettre quoi. Clairement en série télé ça donne vraiment envie, donc voilà. Amazon, Netflix, ça va faire un gros tort aux séries télé, tout ça, non? Des chaînes, tu veux dire, des chaînes télé, oui. Oui, bah oui, mais c'est incroyable. C'est comme t'as pas entendu que Woody Allen doit faire une série pour Amazon apparemment. Tout le monde fait des séries en fait maintenant, c'est Michael Mann, tu as Ridley Scott. Et d'ailleurs, il se débrouille peut-être mieux dans les séries. Oui, parfois il gère mieux, ouais, c'est clair. Ouais, c'est bizarre. Et puis maintenant, en plus, vous avez des séries, enfin le budget des séries est incroyable parce que tu as des visuels qui ont un rendu film qui est bon, c'est bizarre. Où est la limite? Cédric Lapiche va faire une série. Non mais voilà. Même en France, on a. Ouais, mais oui. On attend le prochain, je sais pas. Marshall a fait sa série. Ouais, c'est vrai. Claude Berry. J'aimais bien laisser un malaise après ça. Alors, on se dit à bientôt, au revoir. Salut à tous les amis. Allez voir Jupiter Ascending. Ouais, allez-y. Prenez de la drogue. Allez voir Tusk.